Le but, c'est certainement pas de renier ou de rejeter cette merveilleuse dimension. Elle est simplement une toute petite partie de nous-mêmes. Et si on garde que cette petite partie de nous-mêmes, eh bien, on ne vivra qu'une petite partie de notre vie. On ne vivra qu'une petite partie de nous-mêmes. Et nous-mêmes, on est beaucoup plus grands que ça. Donc, c'est vraiment je dirais, la découverte. Les deux événements qui ont été les plus importants, c'est la découverte de la base 6. Et après, bien évidemment, que d'autres personnes avaient d'autres bases, voilà. Mais moi, ma base 6, et de l'aimer. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Daniel Morel, formateur, conférencier, spécialiste de la PNL, de l'énéagramme, père, grand-père, homme, conjoint, mais également 6 contrephobique. Bonsoir Daniel Morel et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, vraiment. J'ai cité beaucoup de casquettes te concernant, ce qui met en avant à mon sens qu'on pourrait en citer une vingtaine d'autres sans parvenir à te cerner totalement. Et c'est une très très bonne nouvelle. Je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour cette première en présentiel. Et j'aimerais également présenter Gaëtan qui va être à la technique durant toute l'émission et qui viendra à la fin donner son point de vue subjectif, les idées qui auront popé dans sa tête pendant cet échange. J'aimerais aussi débuter cet entretien en te parlant des 3 étapes qui sont la base des échanges que j'ai avec mes invités, même si on digresse de façon tout à fait régulière. Les 3 étapes sont tirées directement de mon vécu et du vécu, je crois, en résonance avec pas mal de gens qui font partie de communautés très précises. Et donc, l'étape 1, selon moi, c'est celle où je me suis senti complètement perdu, en inadéquation avec mon statut d'humain, et donc infiniment seul, potentiellement fou et à coup sûr extraterrestre. Ouais, c'est bien déjà. Ouais. La deuxième étape, c'est celle où une étiquette est venue se coller sur mon front pour expliquer de façon rationnelle un petit peu ce que ça voulait dire d'être dans cette solitude que je connaissais et d'avoir le fonctionnement qui est le mien. Et ça m'a expliqué que je n'étais pas fou, que je n'étais pas seul puisque j'appartenais à une communauté et que j'étais bien un peu extraterrestre puisque membre de cette communauté. Et la troisième étape, c'est celle où il m'est venu soudainement l'envie de dépasser cette étiquette pour accepter mon statut d'humain enfin. Et me calmer un petit peu. Et voilà les 3 étapes qui sont la base de mes échanges généralement. Du coup, je compte avec toi essayer de parcourir pour toi ce que veulent dire ces 3 étapes, en commençant par l'étape 1 et en te posant cette première question. Est-ce que tu as déjà utilisé le mot d'extraterrestre pour t'auto-qualifier ? C'est pas le mot que j'aurais le plus utilisé, ça certainement pas. Je dirais décalé, différent, assez incompris, en ayant le sentiment qu'il y avait un monde du dedans et qu'il y avait le monde du dehors et que, raisonnablement, ces deux mondes-là, ils se comprenaient pas. Donc oui, ça, je dirais ma période d'adolescence, ma période de début d'adulte, ouais, carrément. Oui, ça, c'est quelque chose qui a existé, pas avec le mot extraterrestre, mais vraiment cette notion que putain, ce monde est fou, quoi. C'est quoi ? Enfin, je pensais au travail, je pensais à toutes les dimensions qu'il peut y avoir. Tu dis, alors c'est ça qu'on nous propose là, c'est ça le truc, le dossier qu'on nous propose. Bon, déjà il y a eu l'école, tu vois, où moi je comprends pas non plus, tu vois. Je sais pas quel est le rapport qu'il y a avec ce que tu as vécu, mais l'école, je comprends pas de rester 8 heures assis alors que toi tu as envie d'aller voir tes potes, tu as envie de te marrer ou tu as envie d'aller courir dans les bois en fonction de ton âge. Moi, ça me semblait complètement délirant. Et aujourd'hui, encore, l'école, moi, ça me semble totalement délirant. C'est pas humain. Et tu vois, on est dans une période un petit peu compliquée, justement, où on se rend compte que on a plutôt tendance à vouloir un peu robotiser les humains. Et puis, en même temps, on essaye d'humaniser les robots. Tu vois, il y a une espèce de truc qui se tient pas. Un glissement de terrain. Voilà. Donc, moi, j'avais ce sentiment-là. Je pense que le pire, c'était l'école.
à ce que quand j'étais petit, moi j'habitais à la campagne, on pouvait jouer dehors, machin. Donc la nature, elle accueille tous ces êtres, en fait, sans aucune différenciation. Tu peux être totalement autiste ou tu peux être totalement, je sais pas moi, exubérant. T'es dans la nature, t'es dans la nature. La nature, elle s'en fout. Hein. Voilà, t'es un de ses enfants, donc elle va t'accueillir. Dans des structures un peu plus organisées, un peu plus normatives, et je considère l'école comme normative, hein, là c'est un délire. Là pour moi c'est un délire. On s'est pas entendu, l'école et moi. T'as senti une violence à vouloir te faire rentrer dans un moule ou ça Oui, complètement, ok. complètement. Moi, il y avait la notion. Tu sais, j'aime bien le truc qui dit en fait, tu sais, les deux trucs dont les parents sont le plus fiers quand ils ont des enfants. C'est là. Mais aujourd'hui, bien évidemment, tu vas avoir une petite vidéo. C'est le moment où ils commencent à parler, et le moment où ils commencent à marcher. Alors là, c'est la fête. T'as vu, on envoie ça à toute la famille, machin, etc. Et puis après, on les met à l'école. Et puis là, on leur demande de s'asseoir et de se taire. En fait, c'est un délire absolu. Et ça, pour moi, ça peut pas fonctionner. Mais je vais dire, j'avais pas le sentiment, moi, d'être fou. J'avais l'impression que ça, c'était fou. C'est peut-être ça qui fait la différence. Moi, je me suis braqué avec l'école. Hein. On s'est battu. Hein. Ça n'a pas marché. Hein. Est-ce que, justement, moi, je parlais de solitude en me concernant. Est-ce que, malgré cette incompréhension de l'institution, tu avais des alliés chez les humains? Ouais, mais il y avait quand même des alliés. C'était mes potes. Voilà, c'était mes potes. Et je pense aussi, voilà, mon frangin, qui était un type bien, qui a pris soin de moi également. Mais ma bande de copains, ouais, c'était, voilà, il y avait. Moi, je vivais que pour ça. Et eux aussi, ils avaient ce ressentiment. On était des branleurs décalés un petit peu, mais Okay. On était plus ou moins décalés en fonction des individus. Il y en a qui étaient plus en accord avec le système scolaire, donc ça marchait mieux. Mais on avait quand même tous cette idée que ça allait à l'encontre d'un truc de base qui s'appelle la liberté. Okay. Voilà, un truc, ouais, la liberté, ouais. Si on fait rentrer dans ta vision de ta vie, cette étape 1, en fait, est-ce que tu pourrais nous donner une estimation de temps, à quoi elle correspond et combien de temps elle dure? Jusqu'à 30 ans peut-être quand même. Okay. Jusqu'à 30 ans, moi je me sens toujours décalé, incompris, mais j'ai une vie intérieure et j'ai un personnage social extérieur, mais bon, ça ne matche pas trop tout ça, quoi. Ok, donc pour toi, l'étape 1, ce serait aussi une dissociation entre ce que tu montres et ce que tu vis? Ah oui, ça, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, hein. Moi, il y a tout ce que je vis à l'intérieur et que je peux pas montrer, bien évidemment. Et il y a des trucs que je montre à l'extérieur, mais c'est pas moi. Okay. Tu vois, donc oui, bien sûr, oui, le lascar il est fendu en deux, quoi. Tu vois, et c'est pour ça que c'est pas facile. Voilà. Si jamais justement tu nous expliques presque à la première personne de celui que tu étais à ce moment-là, c'est quoi ses aspirations? C'est quoi le Daniel de cette époque, de 0 à 30 ans? C'est quoi ses élans? Qu'est-ce qu'il voudrait pouvoir montrer qu'il n'arrive pas à montrer? Ce qu'il n'arrive pas à montrer, moi, mes premières expériences à l'extérieur, c'est la musique. Découvrir la musique. J'avais un pote qui avait les clés de la MJ à l'époque, tu vois, à la Maison des Jeunes, hein, en fait. Et j'ai écouté de la musique que j'écoutais pas, quoi. Tu vois, on a écouté Pink Floyd, on a écouté tout ça. Et juste aussitôt, il y avait ce qu'on appelle des festivals dans la maison, dans la maison, dans la campagne chez moi, voilà, dans la Bretagne et tout ça. Il y avait des festivals, c'est des festivals antimilitaristes à l'époque, mais il y avait des groupes de musique, voilà, qui passaient. Et pour moi, en fait, c'était ça la vie. Voilà, c'était, ça avait rien à voir avec tout le conformisme. Tu vois, ça avait à voir avec mes aspirations. C'était ça. Je n'avais que ça. Et tout le reste, c'était un empêchement à vivre ça. Ouais. C'était un empêchement à vivre ça. Il y avait une envie d'exprimer quelque chose qui a l'air très déployé, je sais pas. C'était déployé, en fait. Le geste que tu fais depuis tout à l'heure. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, moi, mon image de cette époque-là, c'est Woodstock. Okay. C'est Woodstock. C'est tous ces gens ensemble et qui écoutent de la musique et qui font les cons et qui boivent de la bière, qui fument des pétards. Moi, je trouvais ça absolument incroyablement génial.
Et tout le reste était emmerdant. Voilà, donc à la maison c'était emmerdant, il y avait des choses à faire, à l'école fallait suivre, etc. Après il y a eu le travail. Bon, à gérer à partir de 20 ans, moi j'ai eu des enfants à 23 ans, donc j'ai sincèrement essayé de rentrer dans la société à partir de 20, 23, enfin, à partir de 20 ans, quoi. Ok, donc il y a dans cette étape 1, 2 phases. La phase où tu as une envie de liberté et pas envie d'être conforme, et puis la deuxième où tu es presque contraint d'adhérer un peu. Ah Pour oui, les- bah oui. À un moment donné, moi, je suis parti de chez mes parents assez vite, donc il faut gagner de la thune, donc il faut bosser. Bon, autant faire un boulot qui est plutôt assez intéressant. Donc c'est une époque où moi je me suis formé aussi, parce que j'ai rien foutu à l'école, tu m'étonnes. Et donc à partir de 20, 22, 23 ans, j'ai repris les études, quoi. Et donc là, pour avoir des postes où j'étais mieux payé, voilà, mais où j'espérais aussi qu'il y allait y avoir où il y avait une vie possible, une vie où tu te respectes, une vie où tu t'épanouis. Mais en fait, c'est pas comme ça. Il faut déjà se battre souvent pour faire son métier. T'as affaire à des gens qui ont des égos surdimensionnés. Si tu peux avoir une très bonne idée, mais si elle est présentée à la mauvaise personne, ça marche pas. En fait, tu dis que c'est que ce merdier, quoi. Donc, il y a une espèce de truc. J'ai dit, mais tout le temps, faut se battre là-dedans, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que à partir de 30 ans, moi, j'ai quitté le truc, quoi. Ouais. Ah bah oui. Donc là, c'est l'amorce justement, 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour toi, c'est le début de l'étape 2 j'évoquais tout à l'heure? L'étape 2, c'est de me dire, si tu veux t'en sortir, ça va passer par dedans. En fait, ça va passer par le fait d'écouter tes trucs, d'écouter qui tu es, d'écouter comment tu fonctionnes, d'écouter tout ça. Mais c'était flou à l'époque, hein, tu vois. Moi, j'ai pas de truc, la grande prise de conscience et tout ça, parce que je suis pas arrivé. Moi, je suis arrivé à la PNL et tout ça, tu vois. Je dirais d'une manière quasiment économique. En fait, je suis tombé sur un morceau de papier, j'ai dit tiens, ça a l'air intéressant. Raisonnablement, on va pouvoir ne pas trop bosser tout en gagnant bien sa vie. En fait, c'est pour ça que j'y suis allé. Et je suis rentré là-dedans et je me suis formé. Mais je suis pas allé dans le cadre d'une aspiration personnelle ou de développement. Pas du tout. Non, c'était une opportunité économique en fait. C'est super honnête de ta part de le poser comme ça. Bah, c'est comme Et ça en fait. et il y a justement peut-être un instinct plus fort que toi qui derrière te pousse à aller dans cette direction, qui finalement va peut-être déclencher des prises de conscience. Manifestement, ça a été le cas. Euh, ça a généré des prises de conscience, en fait, en termes de marge de manœuvre. En fait, c'est-à-dire que moi, j'étais sensible, j'étais honnête dans ma manière de faire, j'étais émotionnellement fragile. C'est-à-dire beaucoup de choses venaient me perturber, me toucher, me déranger beaucoup. Et j'arrivais donc pas à trouver ma place. J'avais, alors peut-être, je n'aime pas tous ces trucs, mais j'avais peut-être une hypersensibilité qui faisait qu'en fait les choses me touchaient beaucoup trop. Et j'avais tendance à surréagir. Et dans la surréaction, moi qui ai un peu un côté contre-phobique, rebelle à la con, un peu, j'envoyais tout péter, quoi. Et donc il fallait tout le temps tout recommencer. Et donc tout recommencer à zéro parce que j'avais tout cassé. Et là, en fait, grâce à peut-être cette deuxième phase où je dis, ok, moi je suis comme ça, le monde dehors il est comme ça. Maintenant, on va trouver les moyens en fait de coopérer avec ce monde-là. On va trouver les moyens de s'arranger avec ce monde-là. Je vais y arriver en fait à avoir une vie qui va être digne de ce nom parce que en fait, je vais me transformer suffisamment pour que je puisse en fait avoir une vie digne de ce nom dans ce monde que je considère à cette époque-là comme fou. C'est le monde qui est fou, c'est pas toi. Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, j'ai eu des accès. Je dirais aujourd'hui, je pense, des fois je me pose la question, est-ce que je suis un type évolué ou est-ce que je suis complètement idiot ou est-ce que je suis complètement fou? Des fois, je ne sais pas, en fait. Tu vois, et tant mieux que je me pose peut-être encore cette question. Mais à l'époque, je me disais, non, le monde est fou. Le monde est complètement fou. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc où il faut se lever le lundi matin pour aller bosser tous les jours et finir le vendredi soir, t'es crevé, t'es comme ça. Et en fait, t'as 2 jours pour te reposer, t'as même pas 2 jours pour faire autre chose. T'as 2 jours pour te reposer, pour être à peu près en forme pour le lundi. Et t'as 5 semaines de congés payés par an. Je me disais, mais c'est pas sérieux, cette affaire. Pour être payé, bon, moi encore, j'étais bien payé, si tu veux. Mais il n'y a pas de salaire qui justifie de travailler autant.
Moi, ce que j'entends, c'est aussi, depuis le début que tu m'évoques ce parcours, c'est la lutte entre la liberté et la sécurité qui se fait C'est toujours été ça. de plein de manières différentes. Toujours été ça. Liberté, sécurité. Je suis un type insécure à l'intérieur de moi. Tu vois, je suis de bassiste, contrephobique. Donc en énéagramme, on voit bien que c'est pas le plus solide de toutes les bases. Mais ce besoin de sécurité est absolument embêtant aussi pour pouvoir être libre, parce que la liberté écrit à l'intérieur, tu vois. Il y a une espèce de truc, moi je veux, voilà, il y a le 6, c'est aussi celui qui croit qui est capable de mener des croisades, parce qu'il y a des causes, il est capable de sacrifier sa vie. Moi j'avais des causes humaines, voilà, aimons-nous les uns les autres et tout ça. Et puis, aimons-nous les uns les autres, faisons la fête et tout ça. Et puis, il y a le besoin de sécurité aussi qui est là, avec mes petites angoisses personnelles. Est-ce qu'on va y arriver? Comment ça va se passer? Tout ça. Donc, ouais, des vraies tensions internes. Ouais. Tout à l'heure, on évoquera un peu plus avant l'énéagramme, même si on n'aura pas le temps de déployer tout l'attirail. Correct. Mais est-ce que quand tu as appris que tu étais cis contrephobique, est-ce que ça a changé ta vision de toi et à quel point? Ça a changé ma vision de moi, ça a changé ma vie. Ok. Ça a changé ma vie. Ce truc de... Je comprenais pas pourquoi des gens autour de moi ne respectaient pas leurs paroles. Je disais, ils sont fous, ces gens-là. Je comprenais pas pourquoi, quand quelqu'un dit quelque chose, il le fait pas. Je comprenais pas pourquoi on n'est pas capable de donner sa vie pour une cause. Je comprenais pas pourquoi tout un tas de trucs comme ça. Et puis, je fais ma première formation en énéagramme. Ouais, j'ai 30 ans. Et là, c'est une claque totale. Parce que, d'abord, le premier truc qui arrive pour un mec comme moi, tu sais, qui suis en bassiste, j'ai dit, ils me connaissent ou quoi, ces mecs-là, tu vois? Donc, une espèce de truc de paranoïa, je me dis, merde, ils me connaissent. Et très rapidement, en fait, je comprends les mécanismes. Le plus important étant pour moi le fameux mécanisme de défense, qui est la projection. Et je me rends compte que je ne fais que des projections. Et que depuis que je suis tout petit, je me suis toujours enlisé, je me suis toujours emmêlé les pinceaux, parce que je prêtais aux autres mes propres intentions inconscientes. Et ça a été révolutionnaire. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui est révolutionnaire dans ma vie, et puis moi je n'ai pas, comme je te le disais, je n'avais pas d'envie de développement personnel. Je n'avais pas, c'est une opportunité en fait. Et bien m'en a pris, parce que j'ai vraiment, je remercie tous les jours. Le jour où j'ai vu ce petit papier, c'était un cahier des charges du groupe Pizza Pie qui demandait à former leurs nouveaux salariés sur une formation de 300 heures, donc 40 heures de PNL. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, je me suis renseigné, et puis je suis allé voir un type à Nantes qui s'appelle Bertrand Hainaut, et qui est un type pour qui j'ai énormément de respect, parce qu'il a beaucoup œuvré, malgré le fait que j'étais un type bassiste, contrephobique, rebelle, etc., plutôt écorché. Il a plutôt œuvré avec le temps pour que je m'assagisse, que je me comprenne, que je me découvre. Et donc, avoir découvert que t'es 6, mais... Enfin, que ton ego fonctionne en 6. Hein, voilà. Mais que, en fait, mon refuge en situation de stress était effectivement la dimension 6. Oxygène. Ouais. Je dis, c'est bon, je suis pas fou. En plus, j'ai une fille qui a la même configuration que moi. Et on s'est pouillé la gueule pendant des années. Et puis, elle le sait, en fait. Elle a fait aussi l'énéagramme. On sait bien qu'on a la même configuration. On sait bien qu'on a cette capacité à faire des projections. Donc, on peut aujourd'hui se barrer de ça. Mais on a été en tension pendant de nombreuses années parce qu'on comprenait pas. Hein. Ouais, c'est bon de pouvoir avoir un peu de recul pour replonger dans son système en conscience, en fait. Il y a un truc comme ça. Ah ben oui, je sais pas, c'est comme si tu avais des pics plein les doigts, puis tu essayes de gonfler des ballons pour l'anniversaire, et ils pètent tous, tu te dis, bah putain, qu'est-ce qu'ils ont, c'est de la merde ces ballons. Non, en fait, bah, c'est parce que tu as des pics dans les doigts. Il va falloir faire autre chose avec. Ben oui, il va falloir faire autre chose, c'est pas gratte-toi, ou brosse le chien, je sais pas quoi, tu vois, mais le truc c'est, détends-toi, quoi, tu vois, ça va, c'est normal ce qui t'arrive. Étant donné comment tu fonctionnes, la vie que tu as, elle est normale. Si tu arrives à comprendre ça, à accepter ça, à aimer ça. Parce que le plus dur, c'est d'aimer la bête que tu es devenu. Tu vois, d'aimer ce personnage, tu vois, qui revient toujours en courant dès qu'il y a le moindre petit stress, il est toujours là. Et de te dire, ok, c'est lui qui a géré, donc c'est normal que j'ai ces résultats-là. Dès qu'il y a un petit peu de stress, hop, c'est lui qui revient.
tu peux pas t'en débarrasser, tu vois. Tu as besoin de rester avec lui. Il a œuvré pour que tu restes en vie, mais d'une manière incroyable. C'est grâce à notre ego, justement, qu'on est resté en vie. Il a eu sans doute le pouvoir un peu trop longtemps, mais comme à peu près chacun d'entre nous, on bascule 30, 40, 50 ans, c'est là où ça bascule, où on se rend compte de notre fonctionnement. Et le but, c'est certainement pas de renier ou de rejeter cette merveilleuse dimension. Elle est simplement une toute petite partie de nous-mêmes. Et si on garde que cette petite partie de nous-mêmes, eh bien, on ne vivra qu'une petite partie de notre vie. On ne vivra qu'une petite partie de nous-mêmes. Et nous-mêmes, on est beaucoup plus grands que ça. Donc, c'est vraiment je dirais, la découverte. Les deux événements qui ont été les plus importants, c'est la découverte de la base 6. Et après, bien évidemment, que d'autres personnes avaient d'autres bases, voilà. Mais moi, ma base 6, et de l'aimer. Et d'avoir de l'humour là-dessus. Ça, c'est vraiment... c'est là où cette notion d'extraterrestre peut-être peut arriver. Tu te dis, je suis cette forme d'extraterrestre-là. Voilà. Mais ouais, ça, c'est une clé... Waouh. Ouais, on entend toute l'importance que ça a. Tous les jours, je te dirais, tous les jours, je remercie d'avoir découvert l'énéagramme. Et de me dire, voilà, c'est bon, si mon voisin se comporte de telle manière, c'est parce qu'en fait, il est occupé à faire ses trucs, il ne le fait pas contre moi, ou pas, tu vois, je sais pas, s'il regarde par-dessus, c'est juste parce que peut-être il a envie de savoir si je suis là, parce que il aime bien que je sois là. Il n'est pas simplement en train de me surveiller pour qu'il faut des trucs de 6, tu vois, où on paranoïe un peu, quoi. Bah, si on fait une petite parenthèse vite fait théorique, je suis pas un spécialiste de l'énéagramme, je me suis juste intéressé et ça m'intéresse beaucoup cette façon de voir les choses. Et c'est juste préciser que, si j'ai bien compris, l'énéagramme, ce serait la stratégie pure et complètement pas conscientisée de notre façon de réagir aux situations de stress. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de stress, on est câblé d'une certaine façon, on a toujours la même stratégie. Et tant qu'on ne prend pas conscience que cette stratégie, elle est aiguillée depuis le départ. Exactement. Et qu'il y en a d'autres qui existent, on a du mal à faire autre chose et on est embringué dans un systématisme qui nous rend pas service. Oui, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui a, je sais pas, il a des enfants et puis et les enfants ont peur de lui parce qu'il gueule sur ses enfants. Et les enfants ont peur quand le père il gueule. Et quand le père il voit que les enfants ont peur, en fait, ça l'énerve, il les engueule. Donc, on fait plus de la même chose dans ces cas-là, tu vois. Donc, l'idée, c'est de sortir de ça et de se dire, en fait, comment font les autres? Comment ils gèrent? Et tu vas te rendre compte que, je dirais, l'énéagramme, c'est comme une horloge qui fait 9 heures. En fait, il y a 9 heures. Et en fait, l'humanité ou l'être humain, il est un grand tout, un grand soi. L'énéagramme a dit, en fait, chez l'être humain, il y a 9 grandes familles d'intelligence. Tu vois, il y a l'évolution, il y a l'aide aux autres, il y a la réussite, il y a le côté artiste, il y a le recul sur le monde, il y a la prévoyance, il y a la jouissance de la vie, il y a aussi la force du combat, et puis il y a aussi en fait l'harmonie entre tout ça. Et tout ça, ce sont des talents qui s'offrent à chacun d'entre nous. Mais quand on est arrivé dans la famille dans laquelle on est arrivé, il a fallu vite comprendre en fait comment ça allait se passer cette affaire, tu vois. Et donc on a pigé très très vite que pour faire face aux situations, on ne pouvait pas, en fait, utiliser tout ça. Et donc, à certains moments, on a utilisé plutôt une forme d'intelligence, et elle a marché. Et puis, vu qu'elle a marché, en fait, on l'a réutilisée. Et plutôt que d'utiliser les autres formes d'intelligence, on est resté un petit peu coincé dans celle-ci. Donc, ça n'est pas être bête, mais c'est vraiment se priver du reste. Donc, quand on dit d'une personne, elle est en base 2, base 3, base 4, ou un truc comme ça, on peut dire que, plutôt, on pourrait dire, ce serait un peu plus cool de dire, ah tiens, cette personne a comme habitude d'utiliser ce type de talent-là pour résoudre les problèmes. Voilà, tu vois, plutôt que de dire elle est 1 ou 2, parce que c'est enfermant un petit peu, tu vois. Donc, moi, je vais dire que, moi, dans ma configuration, avec tous les talents qui peuvent être à ma disposition, quand je suis cool et détendu, je peux avoir accès à peu près à tout. Mais s'il y a un petit peu de stress, c'est un petit peu là que je vais aller, en fait, me réfugier pour analyser, comprendre, élaborer et faire ce que j'ai à faire pour essayer de retrouver mon homéostasie personnelle, quoi, ma stabilité personnelle. Donc, c'est des formes d'intelligence, mais
c'est comme un pays, il doit être gouverné avec à la fois de belles écoles, avec beaucoup d'amour, avec la possibilité de réussir individuellement et collectivement, avec de l'art, avec de la connaissance, avec des règles, avec des lois, aussi avec la possibilité de jouir de la vie. Il doit aussi y avoir des chefs, des gens qui nous représentent, qui nous gouvernent, et tout ça doit se faire dans l'harmonie. Si on commence à gérer un pays uniquement avec un seul critère, ne serait-ce que la santé, on va bien voir effectivement que... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un pur hasard, et toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïncidence. Mais ça montre la folie, en fait, que de vouloir régler toujours les mêmes problèmes avec le même critère. Tu vois, on a les deux pieds dedans, là. C'est comme, je ne sais pas, moi, si tu peux pas tout traiter avec de l'amour, par exemple. Tu vois, dans une famille, s'il y a que de l'amour, ben, ça va pas être suffisant. Il faut aussi qu'il y ait des règles pour que chacun puisse se respecter. Quand il n'y a pas de règles, il y a de l'angoisse. Quand il y a des règles et qui ne sont pas respectées, il y a de la colère. Quand il y a des règles et qui sont respectées, il y a de la joie. Donc, en fait, il n'y a aucun des ingrédients qui marche. Mais ils marchent tous lorsqu'ils sont bien, entre guillemets, cocktailisés. Ça veut dire qu'on va se dire, tiens, dans cette soirée, ça peut être sympa on puisse prévoir un petit coup de suisse quand même, hein, qu'il puisse aussi, on va jouir d'un bon repas, tu as prévu des trucs qu'on va manger après, et puis qu'il y ait aussi, pourquoi pas, un petit peu de musique, de l'art, peut-être des gens qui dansent, et puis qu'on soit attentifs les uns aux autres, qu'il y ait de l'amour, et je pense que ça va faire une belle soirée. En fait, on va cocktailiser, plutôt que de se dire, moi, ma forme d'intelligence est la bonne. Quand sa forme d'intelligence on commence à croire que c'est la bonne et qu'on veut l'imposer aux autres. Ça fait une envie de cloner tout le monde, en fait, presque, de dire vous devriez tous fonctionner comme moi, j'ai tout compris. Et donc ça coupe de la richesse, de la diversité de fonctionnement. Voilà, exactement, c'est ça. Puis, si tu veux, Pierre Rabhi disait, en fait, voilà, on va s'en sortir par la diversité. Par la diversité. Et ça s'appelle en fait la démocratie, ça s'appelle le vivant. Et il y en a d'autres qui disent on va s'en sortir par ça. Donc, par exemple, par la santé, uniquement. On sait qu'on va crever si on fait ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec un seul critère. C'est comme s'ils disaient, les gens disaient en fait, on va nourrir les gens avec de l'art. Oui, mais on va pas bouffer des tableaux. Ou de gens qui vont dire, en fait, toi, on t'aime bien, c'est vrai que t'es un peu maigre, mais on t'aime beaucoup, donc ça devrait quand même être suffisant pour toi. Non, il a besoin d'une gamelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul ingrédient qui peut marcher à tous les coups. Et en fait, plus tu vas avoir l'accès à des formes d'intelligence, plus tu vas pouvoir cocktailiser, en fait, par rapport à une situation, par rapport à un enfant, par rapport à un parent, eh bien, tu vas te rendre compte qu'il faut un peu d'amour, un peu de réussite, peut-être un peu de prévoyance, puis un peu aussi profiter de l'instant présent. Je sais pas, je vais aller voir ma maman, je vais lui ramener des macarons, on va manger des petits macarons, et puis on va être content. Bon, là, en fait, il y a un peu de côté 7, en fait, de la jouissance de la vie, profiter des bons goûts, du plaisir. Voilà. Et que j'y aille pas, moi, avec mon personnage de 6, en disant, maman, on va tous mourir, l'autre président est fou. Non. C'est pas ça dont elle a besoin. Tu vois, donc il faut que j'y aille, moi, avec aussi en me disant, comment j'ai envie de remplir mon rôle de fils par rapport à elle. Et donc, à ce moment-là, d'aller sortir de mon fils dans lequel je suis si confortablement installé, parce que j'en connais tous les recoins, mais d'aller à l'aventure d'autres formes d'intelligence avec lesquelles je suis beaucoup plus à tâtons, et avec lesquelles, en fait, je suis pas fier, en fait. J'y vais, je découvre en même temps que j'apprends. Je suis pas le roi, là, tu vois. Donc, en 6, je suis le roi dans mon royaume du 6. Mais quand je m'aventure dans d'autres royaumes, je ne suis qu'un pauvre voyageur. En fait. Il y a de la vulnérabilité, mais il y a une marge de progression énorme aussi. Alors, voilà, exactement. On plafonne plus. Mais par contre, au niveau de la capacité de vivre pleinement sa vie et de partir à l'aventure de soi, parce qu'en fait, c'est soi qu'on découvre. À la fois, on découvre la vie à l'extérieur, et en même temps qu'on découvre la vie à l'extérieur, on se révèle. Voilà, c'est ça aussi, partir à l'aventure du soi, c'est pas aller faire 1000 stages, c'est aussi de rentrer dans le vrai, dans le dur, dans la vie de tous les jours. Moi, c'est ça qui me plaît en tout cas. J'entends, il y a un côté pragmatique et qui est intéressant aussi. Et on n'est pas obligé d'aller dans les étoiles pour comprendre des choses. Le truc que j'aimerais ramener par rapport à cette étape 2... J'étais parti là. Non, mais ça, c'est un plaisir, tu rigoles. Ça va, alors. C'est pour suivre mon fil quand même. L'étape 2, en fait, pour moi, le danger, c'est pour ça que je tiens tant à exposer ces étapes, c'est pour arriver à la 3e. La majorité des documents qui vont être trouvables pour avoir des informations sur sa communauté s'arrêtent à l'étape 2 en disant voilà les critères qui font que vous faites partie de la communauté. Ouais. Donc, en gros, le danger serait de s'enfermer
en l'occurrence là, dans sa base d'énéagramme, en Carrément. disant je suis 6 et j'en bouge pas. Oui. Et c'est pour ça qu'aussi on a cette discussion, c'est-à-dire que avoir la connaissance des bases, ça aide à soit ça peut donner un enfermement en disant je vois plus que des gens qui fonctionnent en 6, ou alors les gens qui sont compatibles parce qu'il y a peut-être des endroits où c'est marqué quand vous êtes 6 vous entendez bien avec les 1, bon bah je vais voir que des Non, 1. ça c'est no way. Oui, No way. mais c'est important de le préciser parce que parfois on peut avoir la tentation, surtout par rapport à ce qui nous est donné à voir médiatiquement, que ça s'arrête là le chemin. On a découvert qu'on était 6 et voilà. Oui, il y a même des gens qui me parlent d'authenticité, en fait. Si je vais au-delà de qui je suis ou de qui j'ai l'habitude d'être, alors on peut parler énéagramme, je suis 2, 4, 6, bon, peu importe, ou tout simplement de ma personnalité. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est pas moi. Je dis, mais non, mais c'est parce que... Et qui me disent, ben, ouais, si je fais ça, en fait, je suis pas authentique. Je dis, tu n'es pas authentique à ton truc de départ, ton petit truc, là, ta personnalité. Mais lorsqu'on va à l'aventure de son identité, on n'est plus authentique à sa personnalité. On sort de ce truc-là. Mais si l'identité c'est gros comme ça, la personnalité c'est un petit rond comme ça, et qui se trouve à l'intérieur. Mais je ne vais que là-dedans. Alors si je suis plus authentique à ma personnalité, c'est parce que je suis parti dans mon identité. Et c'est là, il faut pas se complaire là-dedans. Il faut pas se dire ah bah tiens ça y est tu sais si je suis comme ça c'est normal hein, moi je suis 6 hein, tu comprends hein, je suis comme ça hein. Et puis c'est tout hein. Donc je préviens le monde hein, vous tous là bon et ben maintenant que vous savez que je suis comme ça adaptez-vous à moi parce qu'en fait moi c'est fini je suis au bout de mon chemin je n'irai pas plus loin je viens d'avoir une excuse pour ne pas avoir sorti de ma zone de confort je viens d'avoir une excuse pour pouvoir vous dire que désormais c'est à vous de faire les efforts. Bon, c'est la fin du petit cheval. Donc, si tu apprends ça alors que tu as 30 ans, ça veut dire que tu arrêtes de vivre à 30 ans. Parce que si tu continues de vivre ce que tu as vécu avant 30 ans, tu es en survie. En fait, c'est une triste répétition. Donc, ce n'est pas une excuse. C'est un point de départ. Bien sûr. Ce n'est pas une excuse que tu sois 6, 7, 8, 10, voilà, que tu sois HP, machin... Moi, j'étais PMC à l'époque, j'étais plus con que la moyenne, tu vois. Donc, et je me suis pas arrêté à ça. Tu vois, il y a un moment donné, il faut sortir de ce truc-là. Il faut se dire, mais attends, c'est une étape. Je découvre quelque chose qui est un peu plus dense à l'intérieur de moi. Ce qui est un peu plus dense à l'intérieur de moi, c'est ma base 6. C'est plus dense parce que j'y ai été plus souvent. Et je m'y suis plus souvent installé. Maintenant que je le sais, c'est pas pour y rester. Maintenant que tu sais, tu vois, c'est comme, tu vas à la plage de la Baule, 12 km de long. Et puis à un moment donné, tu vois un petit truc comme ça, tu dis, tiens, c'est marrant, c'est un bac à sable. Bon. Nous, on a été élevés dans un bac à sable. Mais une fois que tu as découvert le petit bac à sable, tu t'en sers pour regarder la plage ou tu en sors? Tu vois? Donc à un moment donné, tu es un grand garçon, tu pars à l'aventure. C'est ça le truc. Mais tu pars pas à l'aventure comme un idiot. Ça veut dire que la force, c'est de connaître vraiment le personnage dans lequel tu es resté coincé, de partir à l'aventure, mais tout en respectant ça. C'est-à-dire que moi, je ne serai jamais un 1, je ne serai jamais un 2. De la même manière que j'avais entendu un homme politique qui disait « Les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand, ce sont des Allemands ». Ça veut dire qu'ils ont une autre manière de penser, une autre manière de voir. Mais si tu rencontres un Écossais ou tu rencontres un Italien, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas des gens simplement qui parlent italien. Ce ne sont pas des Français qui parlent italien. Ils ont une autre vision, une autre culture. Donc nous, on a une forme de densité. C'est l'endroit où on a été le plus souvent à l'intérieur de nous. Ça, on a besoin de le connaître. Mais ça n'est pas notre limite, c'est notre repère. C'est notre repère. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut retourner facilement parce qu'à cet endroit-là, on a une faculté à gérer les choses qui sont plutôt pas mal. Ça ne gérera pas tout, mais là, on se retrouve dans notre connu. On se retrouve dans notre sécurité, dans notre bac à sable. Et en fait, on a besoin, nous, toi, moi, de moments d'aventure. On part à l'aventure, on se met en déstabilisation, on vient bousculer l'équilibre pour créer le mouvement. Et on bave un peu notre race, tu vois. C'est comme quand tu pars à l'étranger, dans un pays que tu connais pas, dans un pays qui parle pas ta langue. Au bout de 3 jours, t'es crevé, quoi. Tu retournes à l'hôtel, tu jettes que ça. Parce qu'en fait, t'as dépensé une énergie phénoménale, t'es pas chez toi. Donc,
L'avantage, moi, de ma bassiste, ou l'avantage de la configuration qui est la tienne, c'est que là-dedans, tu retournes et tu te reposes. C'est du connu, c'est la maison. Tu vois, c'est l'endroit où tu te ressources. C'est l'endroit où, en fait, il n'y a pas d'aventure. Donc, tu peux pas faire grand-chose avec ça, mais tu peux te reposer, tu peux te ressourcer. Tu ne te recentres pas, parce que c'est pas là où est le centre. Le centre est au milieu de ton identité. Il n'est pas au milieu de ta personnalité. Mais ce qu'il y a au milieu de ta personnalité, c'est des habitudes. Et les habitudes, ça repose. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas avec des habitudes qu'on trouve le changement. C'est un outil qui t'a permis, en tout cas, d'adhérer à une nouvelle façon de configurer une souplesse, en fait. Ah, mais carrément. J'ai l'impression que c'est le mot souplesse, moi, qui me vient quand tu m'évoques ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te rends compte que tu es plus grand que ça, c'est juste le véhicule que tu as utilisé jusqu'à présent. Et puis, tout d'un coup, tu dis, ah oui, mais en fait, j'ai la main là-dessus. J'ai la main là-dessus. Au début, tu n'as pas la main là-dessus. Moi, j'étais un pauvre fils écorché, voilà. Et donc, rebelle systématiquement. Je voulais exister, donc je me nourrissais de n'importe quel événement. Je m'y plaçais en rebelle, comme ça me permettait d'exister. Mais c'est un truc, c'est mortifère au bout d'un moment, tu vois. Donc, mais si je connais ça, je peux laisser aller le système de temps en temps, et je peux aussi le contrôler, tu vois. Et le contrôler, non pas pour contrôler, pas pour me contrôler, mais pour me donner le self-control nécessaire pour que ce ne soit pas mes automatismes qui prennent le dessus. Parce que le problématique de mes automatismes, je les ai créés dans le passé. Donc si je laisse mes automatismes prendre la main sur mon présent, je suis condamné à revivre mon passé. Et l'idée, c'est aussi de s'autoriser à créer quelque chose de nouveau. Donc pour créer quelque chose de nouveau, tu dois te contrôler. Tu dois contrôler tes émotions de manière à ce que tu puisses avoir des comportements nouveaux qui sont inhabituels, qui ne sont pas dans ta configuration et qui vont te permettre de partir à l'aventure d'une vie nouvelle et non pas de répéter ad vitam aeternam l'histoire que tu as déjà vécue pendant toute ton histoire, parce que c'est un sacré recommencement. Si tu regardes tes histoires amoureuses, tu regardes les boulots que tu as eus, comment ils ont commencé, comment tu t'es investi et comment ils se sont terminés, tu dis mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc, c'est très bien, mais ça va. Tu en as bouffé 30 ans. Bon, maintenant, tu as le droit de goûter à autre chose. Il y a de la créativité là-dedans. Il y a une envie de jouer avec plusieurs couleurs au lieu de badigeonner tout de la même. En tout cas, moi, j'entends ça. Et je me dis aussi, j'ajouterais ce truc-là parce que c'est ma façon de regarder les choses, mais c'est pas une vérité, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Je pense que quand on a la chance de pouvoir rencontrer celui qu'on a été pendant tant d'années avec des automatismes et des boucles, c'est important de le reconnaître et de presque d'arriver à l'aimer pour ensuite passer à autre chose. Mais tu peux pas. Moi, dans mon modèle du monde, mais c'est mon modèle du monde, l'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est quand ça circule. L'amour, c'est quand ça circule. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, tu ne le fais plus circuler. Voilà, c'est comme ça. Et ben depuis tout à l'heure, en fait, on évoque ta base 6 sans vraiment expliciter ce que ça veut dire en ennéagramme. Peut-être qu'on ne prendra pas le temps, évidemment, de déployer tous les détails de chaque base, mais vu qu'on en a évoqué quelques aspects pour toi, est-ce que tu peux nous parler de la base 6 et de la spécificité de contrephobique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bon, base 6, grosso modo, c'est quelqu'un qui va, depuis qu'il est tout petit, un peu surdimensionner le danger à l'extérieur. Hein, le danger, lui, il est assez inquiet. Hein, c'est quelqu'un qui est plutôt assez inquiet. Et son expérience avec les gens n'a pas toujours été top. Et ça a généré des problèmes de confiance. Et des problèmes de confiance, souvent, avec la hiérarchie. C'est pour ça que il y a quelques petits soucis avec la hiérarchie, soit qui peut être parfois des soucis qui l'amènent à être trop soumis à la hiérarchie ou trop rebelle à la hiérarchie. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, souhaite comprendre le monde pour le prévoir. Il veut prévoir, il cherche à essayer de savoir en fait comment les choses vont se passer. Il est inquiet pour lui, il est inquiet pour les autres. Il peut être inquiet physiquement hein, pour son physique, hein, avoir peur pour sa vie, avoir peur pour beaucoup de choses. Et donc prévoir, ça lui permet d'anticiper, ça lui permet de pouvoir se caler. Et en même temps, il se dit qu'il a besoin des autres
et que pour que ça fonctionne bien avec les autres, il faut trouver des groupes dans lesquels il va y avoir à la fois des règles qui vont être fixées et qui vont être respectées. Et ça, c'est très important. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de règles et que les règles soient respectées. Il s'en fera même un grand devoir que de respecter les règles. C'est parfois son fardeau. Hein, c'est-à-dire que on peut demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Si on a peut-être, si on demande à une personne en base 1 pourquoi est-ce qu'elle fait ci ou elle fait ça, elle va dire pour être à la hauteur. Il y en a d'autres qui va dire en fait pour aider les autres. Eh bien le 6 il va plutôt répondre pourquoi tu fais ça. Il va dire un peu pour montrer l'exemple. Pour que en fait, les autres fassent comme moi, qu'ils respectent un peu les règles, parce que si tout le monde respecte les règles, eh bien le monde va être plus sûr. Voilà. Et puis, il va espérer qu'au niveau hiérarchique et tout ça, il va y avoir des gens qui vont être fiables. Parce que il faut que tout ça soit commandé, mais par des gens qui sont fiables. Et lui, il cherche en fait des figures d'autorité qui sont fiables. Il a souvent été déçu par les figures d'autorité qui ont été les siennes quand il était petit. Et donc, il va chercher à voir si la personne est fiable et il va essayer de voir si, en fait, elle n'est pas déviante en fait, de ce qu'elle annonce. Est-ce qu'elle fait bien ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit bien ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle dit bien ce qu'elle a fait? Et elle peut même arriver jusqu'à tendre certains pièges de manière à voir si, en fait, on peut faire confiance à ces figures d'autorité. Si les figures d'autorité sont fiables, on peut dire que la personne peut être bêtement soumise, c'est-à-dire qu'elle va être capable de donner quasiment sa vie pour cette figure d'autorité qui est fiable. Cependant, si la figure d'autorité est déviante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fiable, là, il va y avoir un combat de mener contre cette personne-là. Moi, je l'ai fait, je me suis mis dans des syndicats, des trucs comme ça, pour en fait flinguer les figures d'autorité qui n'étaient pas chouette et qui n'était pas fiable. Et donc, le rapport à l'autorité sera toujours très délicat. Soit bêtement soumis, soit bêtement rebelle. Alors, ce qui nous amène en fait à une petite caractéristique de cette configuration-là, la base 6, c'est qu'elle peut être phobique ou contre-phobique. Moi, j'ai un frère qui est 6 comme moi, mais lui, il est phobique et moi, je suis contre-phobique. Lui, il n'aime pas parler en public, donc il va s'arranger pour trouver un boulot où, en fait, où il n'a pas à parler en public. Moi, j'ai peur de parler en public. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme métier? Tiens, formateur, conférencier, quelle merveille! Donc, voilà. Et donc, un phobique qui a peur de l'altitude, il va éviter de prendre de l'avion. Il va éviter de prendre l'avion. Un contre-phobique qui a peur de l'altitude devient prof de parachute. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va fuir, en fait, l'origine de sa peur. Et l'autre, alors il n'est pas plus courageux, je pense qu'il est encore moins courageux, non, il est pareil, mais en fait il a tellement peur d'avoir peur, en fait, qu'il va foncer dans ce qui lui fait peur, de manière à essayer, en fait, de le dompter, de le rendre moins dangereux, ou que ça lui fasse moins peur. Donc il est capable de prendre des risques très importants, parce qu'il fonce directement, en fait, dans la gueule du loup, parce que le loup l'effraie, mais on va aller niquer la gueule du loup. Voilà, c'est une espèce de comportement un peu con. Voilà. Je dirais, autant le phobique, il est inquiétant parce qu'il a peur de tout, et le 6 est inquiétant parce qu'il a peur de tout, mais il se comporte comme quelqu'un qui a peur de rien. Tu vois, il peut être même arrogant. Moi, par exemple, quand mon point de vue est un peu faible, que je manque un peu d'assurance, eh bien, je me rends compte je m'en rends compte parce que la manière dont je vais débattre d'une manière plus arrogante. Ça veut dire qu'en fait, j'ai peur qu'on me croie pas. Donc, au lieu de me dire, j'ai peur, je vais arrêter de parler du sujet, non. Ah non, je suis contre-phobique, donc je vais en fait être beaucoup plus... je vais être un peu con, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce petit con que je suis, mais quand je le vois faire, je me dis, des fois je le vois, je vois que je vais y aller, des fois je suis dedans, puis des fois c'est trop tard. C'est comme ça. Hein, si j'étais un 8, je ferais autre chose. À la fois des trucs super intelligents et des trucs super cons, mais c'est comme ça, voilà. Dans les 6 contre-phobiques médiatiques, si je me trompe pas, un bon exemple que tout le monde peut remettre, c'est Béatrice Dalle. Ça te convient, ça, comme... Je ne sais pas où elle est, je n'ai jamais étudié son cas, mais elle a tout à fait un comportement... l'énergie qu'elle dégage peut aller là-dedans. Oui, c'est une branleuse. Donc oui, elle va faire sauter toutes les formes d'autorité, mais elle peut être aussi 4 par le fait, moi je suis décalé, je ne suis pas comme vous...
Il peut y avoir du 8 en disant de toute façon c'est moi qui commande et je vous emmerde. Ah, il y a un doute pour toi, ouais. Ok. Oui, enfin, Non, mais oui, j'entends. je reste open. Ok. Voilà. Mais je sais pas, j'ai pas regardé. Des fois, je regarde il y a plein de littérature sur tous les artistes. Sur l'énéagramme, il y a 1000 choses qui ont été écrites. Et c'est vrai qu'on peut chercher énéagramme est tel acteur, énéagramme est tel homme politique. Et il y a des explications, mais qui sont selon les écoles, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Ouais. Il y en a, tiens, telle école le trouve avec des arguments qui tiennent vachement la route. Une autre école le trouve et avec des arguments qui tiennent vachement la route. Bah, je pense que il n'y a aucun qui se trompe. Ouais. Mais c'est l'angle de vue qui détermine aussi. C'est l'angle de vue. Et puis, bien évidemment que moi, par exemple, je suis 6, mais il y a plein de fois où je vais être 4. Il y a plein de fois, donc, en fonction de ce qu'on observe, en fonction du niveau de stress de la personne, en fonction de son environnement, en fonction de son état interne, en fait, il n'a pas accès aux mêmes choses. Donc, c'est le moment où tu le regardes, tu peux le voir et en fait, il faudrait passer beaucoup de temps avec une personne et voir comment elle réagit dans différentes situations, à différents niveaux de stress, pour être à peu près sûr. Et encore, voilà, tu vois, le bon formateur en énéagramme qui dirait celui-là, je l'ai reconnu, celui-là, je l'ai reconnu. Ouais, surtout qu'il a un bon ego, parce qu'en fait, il faut passer beaucoup de temps avec les gens pour se rendre compte. Moi, mais j'ai eu des formateurs qui m'ont dit « Daniel, tu étais en 7 ?» Je dis « Non, je pense pas. » Mais c'est vrai que ce que je présentais, c'était du 7. Et en fait, ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. Mais c'est ce que je présentais, en fait. J'étais 6 contacts en 7. Donc, quand j'étais un peu stressé, que j'étais en groupe, je me la jouais, ouais, on déconne, on se marre, plutôt festif, plutôt à raconter les fois où on faisait les andouilles. Donc, en fait, on a tous raison. Bien sûr. Alors ça, déjà, c'est un truc sur lequel je suis super d'accord. C'est un bon point de départ pour discuter avec quelqu'un, c'est de partir du principe que la personne fait de son mieux et est dans sa vérité jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Et puis tout est vrai, en fait. Voilà. Je sais pas, quelqu'un qui habite dans une maison qui a une fenêtre au nord et l'autre qui habite dans une autre maison avec une fenêtre au sud, quand ils discutent de leur point de vue, ils ont tous les deux raison. Hein. Il y en a un qui dit, le jour, le soleil se lève. Et l'autre, il dit, ah non, c'est faux, hein, parce qu'en fait, moi, j'ai observé, hein, le soleil se couche. Ils ont toujours les deux raisons, mais simplement, Est et Ouest, il y a un endroit où ça se lève, un endroit où ça se couche. Et ils peuvent se battre pendant des heures, mais ils ont absolument raison. Oui, et quand on rentre dans la dimension où les deux ont raison, on commence à s'amuser, en fait. Parce que sinon, on est juste en opposition, en train de défendre son carré de pelouse, et bon. Dans ce que tu me dis du 6, moi j'entends un désir de maîtrise et un désir de cohérence duquel on peut être dupe quand on n'a pas justement le recul de savoir qu'on est modelé dans cette intelligence-là, de vouloir maîtriser son... D'ailleurs, les 6, ils ont un désir de maîtrise, puisque ce qu'ils veulent, c'est comprendre. Ils veulent que ça soit lisible. Si tout le monde doit respecter les mêmes règles... dans leur désir de maîtrise, c'est celui-là. Ouais. Mais tout le monde a un désir de maîtrise. Bien sûr. Alors ça, je vais pas contre ça. Mais là, c'est la maîtrise du futur. Ouais. C'est la maîtrise du demain, c'est la maîtrise du tout à l'heure. C'est la maîtrise de ce qui va se passer. Ok. Est-ce que ce désir de gérer le lendemain ou le futur, il s'applique uniquement aux personnes, en disant est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle n'est pas fiable, ou est-ce que ce désir-là va jusqu'à la maîtrise de l'environnement? À peu près tout ce qui peut du matériel. Ouais. Non, ça va sur tout. Ça va sur les gens, ça va sur les relations, ça va sur l'environnement, ça va sur... si tu connais un petit peu l'énéagramme, on sait bien qu'en fait, il y a des types, les types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais il y a aussi des sous-types, en fait, qui sont la manière dont la personne va investir. Est-ce qu'elle va investir l'environnement? Est-ce qu'elle va investir la relation à deux? Ou est-ce qu'elle va investir sa place dans le système? Et donc, bien évidemment, en fonction de la tendance de la personne, elle va plutôt investir sa maîtrise ou son angle de vue sur sa préoccupation. Donc moi qui suis 6, contrephobique, plutôt tête-à-tête, ensuite survie et ensuite type social, eh bien j'aime beaucoup savoir un petit peu comment les relations vont évoluer. Qu'est-ce qui joue entre les gens, tu vois, comprendre un petit peu, voilà, et pour en avoir le contrôle, mais aussi beaucoup contrôler
mon environnement. Moi, j'ai fait l'installation de panneaux solaires, machin, on ne sait pas ce qui va se passer demain, machin, etc. Je suis pas tout à fait guéri, tu vois. Et donc, le truc, c'est j'ai besoin de maîtriser mon environnement parce que, justement, je suis de type survie. Donc, chacun d'entre nous va, en fonction de sa configuration, en fait, investir plus ou moins, soit l'environnement, c'est-à-dire les choses matérielles, soit ses relations intimes, ou soit, en fait, sa place dans le système. Moi, je m'en fous de savoir, en fait, qui aura telle place demain dans la société, qui sera même président de la République, je m'en fous, en fait. C'est pas là-dessus que je mets mon importance. Ouais, j'entends. Et je me dis qu'en ce moment, étant donné justement le contexte dans lequel on vit, ou la manière dont on nous le relate, oui. Il doit y avoir plein de CIS qui doivent être en train de créer plein de choses. Ils là. sont en tension un peu. Là. Il doit y avoir une créativité du CIS. Tu vois, tu le dis, je bois un verre en fait de gestion du stress ouais. qui confirme ton dire, tu vois. Voilà. Parce que c'est un mauvais moment pour les gens, parce qu'on peut rien prévoir en fait. Ouais. Et nous qui adorons le respect des règles claires, des règles respectées, une autorité qui est fiable, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle a fait. Je dois te dire que là, on a dans la grande gamelle du 6, je crois qu'on a une assiette vide. Nous, on est malheureux là de ce truc-là. Si on n'était qu'une configuration, après, on sait bien que aussi l'humain est plus grand que ça. Mais moi, ça me touche ça particulièrement, la déviance absolue de nos gouvernants. La déviance absolue des représentants qui sont à la télévision. Moi, j'ai pas la télévision, mais je peux voir ça de temps en temps. Mais ça me détarte quand on le bouffe pas tous les jours. C'est-à-dire que tu laisses passer du temps, t'as pas vu depuis longtemps. Je peux pas. Mon cerveau, j'ai un cerveau de 6, je peux pas regarder. C'est pour moi l'insulte absolue de la fiabilité, de la loyauté, tout ce qu'on peut voir et entendre, que ce soit les journalistes, que ce soit les experts qui ne respectent pas les règles pour moi, par exemple les règles d'intérêt qu'ils peuvent avoir avec des labos, je sais pas quoi, et nos hommes politiques qui, de toute façon, n'ont pas au minimum un minimum de respect des règles que moi j'entends. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça donne envie d'avoir une pensée pour tous les 6 là en ce moment. J'ai une pensée tendre pour tous les 6 qui souffrent beaucoup parce que on est en plein dans ce qui vient nous. Ouais, c'est le cauchemar du 6, ouais. Ouais. Et donc nous devons pas trop alimenter notre cerveau de toute cette chose-là parce qu'on devient fou en fait. Voilà. Parce que c'est super violent pour nous. Ouais. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui adore les animaux et qui travaille dans un abattoir, en fait, tu vois. On sent qu'il y a une petite tension interne, tu vois. Je comprends. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Moi, j'ai un peu ce truc-là. J'ai un peu, ouais, ça me touche particulièrement, cette mauvaise période. Après, peut-être, s'il y avait une roue comme ça, de l'énéagramme, on est 6, bientôt c'est le 7. On va peut-être enfin se marrer un peu, quoi. Ouais. Il serait temps. Il serait temps qu'on se marre un peu et qu'on profite un peu de la vie, voilà. C'est une mauvaise période pour nous, voilà. Ouais, enfin, pour tout le monde, bien évidemment, voilà. Mais après, il y a tous les 6 phobiques qui sont très très contents et qui suivent bêtement à la lettre l'ensemble des consignes, pensant que les autorités sont fiables. Donc, s'il y a des experts qui le disent, on va le faire. Ok, je sais pas si on va le mettre une fois qu'on aura monté, mais je pense à Gaëtan qui est en train de s'occuper de la technique et qui vient d'apprendre qu'il est 6 contrephobique. Donc, tu sens son souffle froid qui envahit. Non, je pense qu'il y a une réjouissance à sentir qu'il y a une cohérence dans un discours qui nous rapproche d'une famille. Donc, c'est l'étape 2 que j'évoquais tout à l'heure. Et justement, si on revient sur cette... C'est très malin, ton approche des 3 étapes. Moi, je trouve ça remarquable. Ouais. Je te remercie. C'est très simple.
mais plus justement j'applique cette simplicité à diverses couleurs, plus je vois la richesse qu'il y a à l'intérieur. Carrément, c'est exactement le principe de l'énéagramme. Hein. Voilà, on est des extraterrestres, donc on se rend pas compte en fait de notre spécificité. Quand on a trouvé notre spécificité, on l'aime, on l'adore, on s'en réjouit, on en rit. Il y a une douceur, une tendresse enveloppante. Et puis après, c'est bon, on part à l'aventure. Ouais. Mais justement, ça, en fait. Ce départ à l'aventure, toi, est-ce qu'il y a un long moment où, quand tu découvres que tu es donc cis-contrephobique, avec un penchant pour le tête-à-tête, oui. Est-ce que quand tu découvres ça, tu as envie de t'y accrocher dans un premier temps, et combien de temps ça dure si jamais Oh, ça dure plusieurs années. Parce que d'abord, ça dépend de l'enseignement qu'on a reçu. Moi, j'ai un enseignement. On est six un peu, quoi, tu vois. Bon, moi, j'ai enseigné l'énéagramme au début de ma carrière, puis j'ai arrêté de l'enseigner, en fait, parce que je trouvais que c'était pas. Il manquait quelque chose. Je me dis, 2, 3, 4, 5, c'est comme si, tu sais pas, j'avais 1 mètre et je disais, bon, toi, tu fais 1m80, toi, t'es 1m82, toi, t'es 1m83. Ok, on fait quoi de ça? Bon, tu seras basketteur, oui, mais en fait, Tony Parker, quand même, tu vois, donc ça colle pas. Voilà, donc ça colle pas. Et je trouvais dommage que des gens s'enfermaient et en fait pouvaient aller jusqu'à comme 007, tu vois. Donc 007, c'est le permis de tuer. Hein, et donc là, moi c'est 002, le permis d'être con, 003, permis d'être ci, d'être ça. J'ai le droit en fait de pas être très aimant des autres parce qu'en fait moi je suis tel numéro. C'est que cette connerie. En fait, tu vois. Et je trouvais que les gens pouvaient s'en servir d'excuses pour rester dans une zone de confort et que ce soit à l'environnement de se démerder. Enfin, démerdez-vous, moi je suis comme ça. Hein. Voilà. Pour le coup, je donne un témoignage personnel du fait que je me suis intéressé à l'énéagramme en plusieurs fois et que la première fois, c'est juste, évidemment, tu as envie de passer le petit test en ligne pour savoir. Et puis, passer ce plaisir de découvrir ce qui est dit après dans le développé de ça y est, je suis telle base et donc du coup, je vais lire un petit peu les caractéristiques. Il y avait quelque chose de c'est dommage, ça s'arrête là. Quand est-ce qu'on joue? Et après, je suis tombé sur une vidéo à toi où tu intervenais pour expliquer toi ce que tu en faisais et le dépassement de sa base et de dire que c'est un début. Comme tu le disais tout à l'heure, ça a été un regain d'intérêt pour moi pour l'énéagramme en me disant ça y est, c'est vraiment rigolo. Oui, c'est là où c'est rigolo. C'est là où en fait l'énéagramme. Tu fais une formation, je sais pas, 10 jours d'énéagramme. Tu découvres ta base, tu découvres un petit peu. Bon, alors il y a des chemins qui sont expliqués, mais je trouve que c'est pas très simple. Je dirais, une fois que tu as découvert ta base, ça y est, ça commence. Et en fait, qui tu es? T'en sais rien. En fait, tu sais qu'il y a une partie de toi que tu connais bien, que tu as appelé 6. Mais ça, c'est juste un bout de toi que tu connais. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un qui avait eu longtemps mal au genou, il connaît bien son genou. Mais son genou, c'est pas lui. En fait, tu vois, il va pas sortir son genou. Je m'appelle genou. Enfin bon, ça n'a pas de sens. Donc, il est beaucoup plus grand que ça. Maintenant, tu pars à la découverte de ton bac à sable. La plage de la Baule, c'est 12 bornes. Donc, tu y vas pas. Donc, le truc, c'est et il n'y a pas dans mon modèle du monde. La méthode de l'énéagramme pour sortir de l'énéagramme, j'aime pas trop. En fait, ça m'ennuie. Je trouve qu'elle est insuffisante. Je trouve que l'énéagramme est intéressant pour découvrir ta base, de découvrir que qu'est-ce qu'une base? C'est une forme d'intelligence parmi 9 formes d'intelligence et que tu as plutôt choisi celle-là. Et puis c'est tout. Maintenant, tu veux partir à l'aventure, pars à l'aventure. Et c'est là où le développement personnel va démarrer. C'est le développement personnel, c'est un sacré bazar. Peu de gens font du vrai développement personnel. Très peu de gens. Le développement personnel, c'est pas apprendre. Apprendre, je suis basse ci, basse ça, machin. Bon, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant d'apprendre, c'est intéressant. Comprendre, c'est intéressant aussi de comprendre. Mais le développement personnel, c'est pas comprendre. Le développement personnel, c'est pas s'équiper de connaissances nouvelles. Le développement personnel, c'est s'équiper d'humilité. C'est-à-dire que tu vas arrêter de bloquer les informations qui viennent à toi. Tu vas arrêter de bloquer les informations qui émanent de toi.
Tu vas arrêter d'apprendre pour accepter ce qui est. Tu vas arrêter de te cacher derrière tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 2 ans, de faire ta formation et de devenir spécialiste en. Nous devons devenir spécialistes en humilité. L'humilité, c'est de laisser venir la réalité à toi telle qu'elle est. Point à la ligne. Juste telle qu'elle est. Et à chaque fois que je passe mon temps à apprendre de nouvelles techniques, je passe du temps à m'éloigner de ça. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de comprendre. Je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre. Combien de gens avons-nous autour de nous qui se sont fait des formations? Tu dis, non, de Zeus, c'est formidable. Tu dis, waouh, tu sais tout ça, Et tu leur dis un truc sur eux et tu dis, t'es qui pour me parler comme ça? Et je dis, bah ok, je l'ai peut-être mal dit, mais ce que je dis, c'est vrai. En fait, c'est ce que je vis. Ouais, mais moi, je veux pas en entendre parler parce que t'es qui? Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu es bien au courant de beaucoup de choses, mais dès qu'il s'agirait de laisser passer la réalité ou la vérité, bon, on appellera ça comme on voudra, dès qu'il y aura besoin d'humilité, il n'y a plus personne. Donc, on est capable de dire, je suis équipé, je suis comme si, je sais, j'ai compris, machin. Mais en fait, ce qui caractérise pour moi quelqu'un qui a fait du développement personnel, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et qui arrête l'orgueil, hein, je dirais l'ennemi numéro 1 du développement personnel, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qu'on met en œuvre pour ne pas voir la réalité. Donc c'est les écrans. Et ce sont les écrans. Et les écrans, c'est ma compréhension. C'est tout ce que j'apprends. C'est tout ce avec quoi je m'équipe. Et alors je peux te dire que l'orgueil, je sais ce que c'est. En tant que spécialiste de l'orgueil, je vais être très humble pour parler de la manière dont je me suis vautré là-dedans. Ça veut dire que moi, j'ai appris PNL, Ennéagramme, méthode Salomé, CNV, 2 masters en hypnose, machin. J'ai tout appris. Le seul truc que j'avais pas compris, c'était l'orgueil. Putain d'orgueil. Et donc, j'étais pas un mec qui avait fait du développement personnel. J'étais un mec qui avait fait de l'équipement personnel. Mais je n'avais pas le dépouillement personnel. Tu vois, c'est là où est la clé. Et la clé, à un moment donné, c'est, en fait, et dans l'étape 2, c'est découvre qui tu es. Découvre qui tu es. Découvre que t'es comme ça, waouh! Aime qui tu es. OK. Et maintenant que tu sais qui tu es, tu connais à peu près tes réactions, tu sais ce qui va te toucher, tu sais ce qui va te faire mal, tu sais ce qui va te bousculer, tu sais ce qui va vraiment, parfois, te mettre un genou à terre. Mais ça va te permettre de pouvoir partir à l'aventure de l'humilité. Voilà. Et si tu fais pas ce job-là, eh bien, tu vas équiper quelqu'un qui est orgueilleux. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un, soi-même ou quelqu'un d'autre, si on veut devenir thérapeute, et puis dans le monde des thérapeutes, l'orgueil est quand même un truc assez costaud. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à retrouver le goût de la vie quand nous-mêmes, nous avons mis un écran qui s'appelle l'orgueil à la vie, c'est-à-dire aux choses telles qu'elles sont? Voilà. Mais c'est là où se trouve la difficulté. Et je pense que dans les années qui vont venir, et on va parler de l'escroquerie du développement personnel. De cette problématique du développement personnel. Parlons de dépouillement personnel. Parlons de ça. C'est là où on va y aller. De l'humilité. Tu t'en prends plein ta gueule, c'est ta chérie qui te dit, je sais pas, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est tes enfants. Moi, quand j'ai mes enfants, il n'y a plus un seul qui me parlait. Tu fais quoi? Quand t'as de l'orgueil, tu dis que c'est des cons. Ouais, j'entends. Si tu veux, à un moment donné, arrêter de te cacher derrière ton développement personnel, mais rentrer dans du dépouillement personnel, tu comprends que, en fait, le point commun à tous ces cons, c'est toi. Voilà. Et donc, il y a quand même un peu plus de boulot à faire en disant, mais si je me regardais en face, si je laissais monter et accueillir les émotions qui sont les miennes, c'est quoi? Putain, c'est du ressentiment. Si j'observais avec humilité à regarder quelles sont les typologies de mes comportements, putain, c'est du contrôle. C'est du contrôle. Je ne fais que ça. Et j'accuse les autres, en fait, de ne pas respecter le père ou de ne pas respecter le papa, alors qu'en fait, c'est moi qui déconne. Je suis contrôlant, je vais avoir raison. Et ça, le dépouillement personnel t'y amène. Mais on a cette problématique égotique. Mais je ne pense pas que ce soit l'ego, au final, qui nous emmerde. Ce qui nous emmerde, c'est l'orgueil.
Moi, ce que je dirais, je suis déjà très touché par ce que tu me partages et ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose que je me dis, appliquer littéralement, vouloir tuer son orgueil, presque c'est de l'orgueil. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, être pas au premier degré, moi je dirais presque ça, l'humilité telle que tu me la donnes à voir et comme je la traduis, Ouais. ce serait ne pas être au premier degré en fait. Et non, il ne faut pas être au premier degré, il faut avoir développé du second degré. Et le second degré, c'est cette capacité de créer une distance par rapport à la manière dont on se comporte et avoir une vraie tendresse pour le type orgueilleux que je suis encore. Et en fait, je dirais, la tendresse et l'humour, c'est ce qui nous aide en premier lieu à être un peu plus humble. Parce que, on peut rire de soi. Et on peut continuer de s'aimer, même en ayant ça. Même en se rendant compte à quel point, parfois, clac, on ferme la porte avec une petite phrase digne du développement personnel. Va te faire soigner ou je sais pas quoi, tu vois. On balance à l'autre. Toi, tu dois avoir un problème avec ta mère. Ah, voilà. Donc, c'est juste parce que mon orgueil est là et mon développement personnel me sert beaucoup plus, en fait, de bouclier, en fait, comme de phrase toute faite pour dire à l'autre, viens pas toucher à ce que moi je ne veux pas voir chez moi et à ma manière d'être, tu vois. Bon moi j'étais très orgueilleux. Donc en fait, j'ai donc été étanche à la vérité, étanche à ce que les autres pouvaient me dire. J'étais vraiment waterproof, hein, tu vois. J'étais étanche à 30 mètres, tu vois. Et donc le truc c'était affreux parce que personne pouvait rien me dire. Parce que d'abord, j'avais réponse à tout, j'avais une maîtrise absolument essentielle de tout ça. Mais quand à un moment donné, tu te retrouves tout seul, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu peux plus, il n'y a plus d'arguments. Parce que tes paroles, plus personne les écoute. Tu sais, j'aime bien cette notion de pourquoi est-ce qu'on parle ? On parle parce qu'on ne fait pas. En fait, une fois que le boulot est fait, la seule chose que tu dis, c'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que tes actes prouvent. Mais quand tu commences à parlasser, comme moi je parlassais beaucoup par rapport à mes enfants, mais ça n'était que des écrans, ça n'était que du contrôle, ça n'était que des manières, en fait, de me protéger. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Et je ne leur remercierai jamais assez de m'avoir laissé tomber. Mais ils avaient raison, en fait. Je pense qu'ils avaient essayé beaucoup de choses, mais... Quand tu sais, t'es emmerdé, quand tu es spécialiste de beaucoup de choses dans le développement personnel, normalement ça devrait couler, mais naturellement dans ta vie. Et c'est difficile de l'accepter, que dans ta vie, ça marche pas, malgré le fait que tu sois un grand professionnel, et en plus tu es reconnu pour ça. C'est pas dans la logique des choses. Donc c'est encore plus dur de l'accepter, que ça marche pas. Spécialement avec ce désir de cohérence qu'on mettait en avant pour les J'étais en dissonance cognitive, moi, ouais. Du lever au coucher. C'est des trucs complètement débiles, quoi. Mais je me suis accroché tant que j'ai pu, mais tant mieux. J'ai pas, si tu veux, le truc, c'est que j'ai pas de regrets. Parce que je suis pas un type qui aime beaucoup s'excuser. Je trouve que c'est pas beaucoup d'intérêt de s'excuser. Si quelque chose n'a pas marché, t'excuses pas que ça n'a pas marché. Fais-le marcher. Fais-le marcher. Donc si la relation n'était pas bonne avec tes enfants, t'excuses pas qu'elle n'ait pas été bonne. Eux aussi, ils ont leurs galères, ils savent très bien ce que c'est que d'être un con, ils ont aussi eu leurs heures de gloire, eux aussi. Fais que ça marche. Fais marcher le truc. C'est tout. Quel regard tu portes sur celui que tu étais à ce moment-là, qui faisait du développement personnel professionnellement, mais qui était en dissonance cognitive totale ? Aujourd'hui, là, de là où tu le regardes. J'étais un type sincère. Ouais. J'étais vraiment sincère. Je pensais que c'était ça. J'ai pas de truc où je me levais le matin en disant je suis faux. Je trouvais juste que c'était pas facile. Je disais mais putain c'est pas facile. Mais parce que d'abord il y a 20 ans, moi je suis pas le type que je suis aujourd'hui en étant 20 ans plus jeune. Et j'ai donc pas le même cerveau, j'ai pas le même regard, j'ai pas le même recul, j'ai pas le même donc je faisais de mon mieux. Et dans la configuration 6, en plus, il y a le côté courage. Donc j'étais courageux. En fait, j'avais vraiment l'impression d'œuvrer justement. Mais comment est-ce que
pour savoir qu'on est enfermé dans une capsule, il faut voir la capsule de l'extérieur. Et en fait, c'est ça le truc. Moi, j'étais dans la capsule, était le mieux décoré possible, il y a des petits haut-parleurs et tout, c'était bien. Donc le truc, mais au bout d'un moment, ben, ça marche pas. Mais tu n'as pas t'as pas le truc de ce que tu fais, c'est pas bien. Non, c'est après que tu te dis, c'est même pas que c'était pas bien. C'est que ma vision des choses était insuffisamment grande. Et donc, en fait, moi, je fonctionnais avec le contrôle et la manipulation. Donc, et ensuite, ben, tu vois, spécialiste en PNL, on a 2-3 notions dans ce truc-là. Et donc, je devrais à manipuler, à contrôler. En toute bonne foi. Ouais. Pensant que c'était ça mon rôle. Ouais. Vraiment, ouais, il y a un truc, ouais, j'étais de bonne foi. Et je rencontre encore aujourd'hui des gens qui sont là-dedans et avec qui c'est parfois très difficile de discuter parce qu'ils sont de bonne foi. Et ils me traitent de con d'ailleurs, souvent, voilà. Et je vois bien qu'ils sont coincés dans leur besoin de manipulation et de contrôle. Et qu'ils pensent que c'est en agissant sur ces deux leviers-là que les choses vont changer. En fait, mais non, mais... On a besoin d'aller jusqu'au bout de son système. Ouais, carrément. On a besoin de l'épuiser jusqu'à la dernière goutte avant d'accepter peut-être d'avoir du recul dessus, je crois. Ouais. Je pense que si tu as une échelle qui fait 14 mètres de haut et que tu es rendu à 13 mètres, il faut avoir aucun mépris pour le premier barreau. Vraiment aucun mépris. Et qu'en fait, on est vraiment dans cette dynamique-là et on va jusqu'au bout. Moi, j'ai un fils, je discute avec lui, je lui dis, putain, t'as vu les bagnoles que t'as, tout ça, il est super bagnole et tout ça. Je dis, t'es con, pourquoi tu foutais dessus là-dedans et tout ça. Il me dit, ouais, c'est vrai, papa, t'as raison. Je dis, tu sais que c'est ton ego, en plus, qui te fait faire ça. Il me dit, ouais, je sais, ouais. Il me dit, mais je vais jusqu'au bout. Et je dis, mais tu sais que t'as raison, en plus. Je dis, tu m'énerves, mais t'as raison. Je dis, mais vas-y, bien sûr, vis le truc jusqu'au bout, quoi. Pourquoi est-ce que moi, j'irais l'emmerder avec mon expérience? Il y a une petite phrase que je lisais dans un bouquin il n'y a pas longtemps. En fait, l'expérience des autres, c'est un peigne pour les chauves. Et je crois que c'est tellement vrai. En fait, ça sert à rien. À la rigueur, je peux juste reprendre, j'ai une forme de métaphore de ce qu'est la famille. Moi, j'ai une famille de trapézistes, en fait. Ils se sont souvent cassés la gueule des trapèzes, mais ils montent au trapèze, ils tombent sur le filet. Ils se blessent pas, on les répare pas. Mais pour moi, la famille, c'est le filet. Et voilà. Et donc, ils tombent, on les remet, on les répare, ils repartent faire les andouilles. Et en fait, on ne peut pas, depuis que l'humanité est l'humanité, on ne peut pas demander à un enfant de résumer sa vie et l'expérience de ses parents en disant, écoute, tu vas faire des raccourcis. Non, il faut juste, fort de cette expérience-là où on n'a pas été con, en plus, on a été ce qu'on a été. On aurait juste sans doute eu besoin, dans ces périodes-là, qu'on ait des gens qui nous enveloppent à l'extérieur et qui nous disent bah, « vas-y, fais le con, voilà. De toute façon, si tu te fais mal, on te réparera. Si tu as un souci, on t'aidera. Mais vis l'expérience, tu en as besoin. » Donc c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui de faire. Mais non, on est cons, nous. Alors on se dit, on va leur économiser ça, donc on va leur dire « fais-le pas ». Ben si, fais-le. 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 Si tu te blesses, on te réparera. Si à un moment donné, c'est dur, on sera là. Si tu es en difficulté, on te soutiendra. Et puis c'est tout, en fait. Tu ne peux pas apporter ton expérience. Sinon, si tu apportes ton expérience, qu'est-ce que tu fais? Tu manipules et tu contrôles et tu fais plus de la même chose. Et moi, j'ai fait ça. Ils sont tous tirés, ils ont eu raison. Et puis, à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir contrôler... Et d'ailleurs, à un moment, je me souviens des enfants, ils m'ont dit « Papa, t'as changé ». Je dis « Ah ouais, qu'est-ce que j'ai changé ?» Il dit « En fait, aujourd'hui, tu poses des questions. » Et c'est vrai. En fait, c'est ça qui va être intéressant. C'est arrête de faire chier le monde avec ton modèle du monde. Pose des questions, à la rigueur, demande-lui où ils en sont, comment ils vont, comment tu peux les aider, comment tu peux être à leur côté. Mais arrête d'emmerder le monde avec ton modèle du monde que toi, t'as mis 50 ans à construire péniblement. Tu vas pas emmerder quelqu'un qui a 20 ans. Est-ce que, pour reprendre l'image que tu prenais tout à l'heure, au moment où tu as cette prise de conscience de la dissonance cognitive, en fait, entre ce que tu fais et ce que tu vis, est-ce que tu tombes dans le filet familial ou est-ce que tu tombes ailleurs? Très, très bonne question.
D'abord, elle me touche cette question, là, je m'en rends compte, tu vois, ça me perturbe. La réponse est oui, immédiatement. Ça veut dire que mon intention, lorsque je contrôlais, lorsque je manipulais, était ce filet familial. Mais les méthodes étaient absolument catastrophiques. À partir du moment où moi j'ai commencé à demander de l'aide, à partir du moment où j'ai dit j'ai un genou à terre, à partir du moment où je dis je me suis trompé, à partir du moment où je dis ben en fait j'ai du mal, ils ont tous été là. Ouais. Ils ont tous été là. Ça veut dire que garde ton plan, mais garde ton projet, mais change ton plan en fait. Moi, c'est mon plan qui n'était pas bon. Parce que j'ai toujours aimé ma famille, etc. En fait, j'ai toujours souhaité œuvrer dans le bon sens, mais je me débrouillais comme une andouille, quoi. Parce que j'avais des bons outils. Et on sait que l'ego, en soi, il aime manipuler, il aime contrôler. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas pigés, mais je pouvais pas les piger avant d'avoir la maturité pour les piger. En fait, tu vois, c'est ça aussi. Il y a des gens sûrement qui me l'ont dit quand j'avais 20 ans. Pour moi, c'était une musique d'ascenseur. Passe par une oreille, ça ressort Voilà, par l'autre. c'est rentré là, c'est ressorti là. Voilà. Et à un moment donné, en fait, bien évidemment que ces explications-là, on continuait de me les donner, sans doute tous les ans. Mais la vie t'enseigne toujours tout est là. Oui, il faut aller jusqu'au bout. En fait, il y a un truc comme ça où, alors après, là, je suis encore sur mon expérience personnelle, mais je dis pas que c'est la loi ultime. C'est que j'ai l'impression que je suis allé au bout, moi aussi, de mon modèle du monde premier. Je suis allé jusqu'au dernier centimètre jusqu'à la vie. de cette façon de voir le monde, parce que je pensais que c'était la seule et que j'étais comme ça. Oui, à Et- juste titre. Et au moment où ça a cassé, je pouvais pas regretter de pas avoir tout tenté de l'autre côté. Et ça me laissait voir qu'il y avait d'autres possibilités de faire, ce que j'ignorais totalement. Et du coup, j'aimerais évoquer avec toi, parce que c'est très touchant ce que tu nous partages, et il y a une tendresse envers celui que tu étais quand même. Ah oui, oui, absolument. Ce qui attire mon attention, c'est de dire, dans les 3 étapes, je reviens encore là-dessus, mais c'est quand on passe en étape 2, on peut aussi bâtir toute la légitimité de celui qu'on devient sur la défaite de celui qu'on était en étape 1. Oui. Et c'est pas une défaite. Bien sûr. Ça n'est pas une défaite. C'est le summum de l'expérimentation. Il n'y a pas de défaite. C'est la transmutation, quelque chose comme ça, ouais. Moi, j'ai été jusqu'au bout de ce que j'étais. Mm. C'est le summum. C'est-à-dire que le summum de qui j'étais, c'était top. Sauf que ça ne me convenait pas. Et en fait, c'était le summum pour finir seul et avoir toujours raison. Mais c'était le summum de mon système. J'ai eu cette chance, en fait, d'être un être assez libre à l'intérieur de moi et de ne pas trop rentrer dans des contraintes. Donc, je suis allé jusqu'au bout de mes convictions. C'est juste que c'était formidable, mais c'est pas là que je voulais aller. Donc, on peut pas, on peut pas s'en vouloir de ça. Être en colère après soi ou je sais pas quoi. Il y a justement cette forme de sagesse que tu exprimes avec une belle honnêteté, une belle sincérité. Donc il y a énormément de choses à prendre, je pense, pour les gens qui regardent ce qu'on est en train de se dire. Peut-être. Et Ouais. c'est ce qui Ouais. m'apparaît. Mm. Et je me dis que le danger, le pendant que je vois comme quelque chose de potentiellement dangereux, c'est juste de dire j'étais tellement pourri à l'époque. Ouais, non. Et de s'habiller avec la gloire de celui qui n'est plus pourri. Et donc, à ce moment-là, on sacrifie un pan de sa vie qui peut durer quand même 30 ans pour ta part. Et puis ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est comme si toi, tu as une plante verte, tiens, regarde. Voilà. Et tu vois qu'elle est un peu fanée, tu vois, parce qu'elle manque de flotte. Tu vois. Et tu l'aimes pas quand elle est comme ça, parce qu'elle est moche. Ah là, elle est moche. Et tu la regardes et tu dis, toi, tu vois, je t'arroserai quand tu seras belle, connasse. Voilà. Et en fait, ça peut pas marcher. Bien sûr. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire que, pour moi, dans mon modèle du monde, et je crois que tu vois, j'ai pas loin d'avoir tout compris, mais il y a un truc que j'avais compris dans mon modèle du monde, c'est que l'amour, c'était l'énergie de vie et de croissance. Et en fait, si tu n'aimes pas le petit que tu es, le petit ne peut pas grandir. Pour aller vers ce que toi tu voudrais qu'il aille, c'est-à-dire la personne que tu veux devenir. Ça veut dire que si tu n'aimes pas qui tu es, quand tu n'aimes pas qui tu es, tu ne peux pas devenir qui tu aimes devenir.
Et ça, c'est fondamentalement important. Donc, c'est avec de l'amour qu'on fait grandir ce qu'on n'aime pas, vers ce qu'on aime. Mais l'idée de se dire ouais, alors ça, c'était un pan de ma vie, j'étais un vrai connard, je mets ça de côté, eh bien, c'est foutu d'avance. Parce que, en fait, tu ne changes pas. On ne peut que faire évoluer. Il y a des gens qui disent j'ai changé. Ah non, personne ne change. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu changes de chaussettes, mais tu ne te changes pas toi. Toi, tu ne peux que évoluer dans un sens. Tu ne peux, si tu veux, c'est comme l'artopierre, en fait, tu vois, c'est l'art de tailler les arbres. Si tu prends un arbre grand et que tu veux faire de l'artopierre en le coupant, en fait, c'est moche. En fait, tu ne peux que le couper au fur et à mesure qu'il grandit pour qu'il prenne la forme que tu veux. Mais c'est en grandissant que tu lui donnes la forme que tu veux. Mais tu ne prends pas un grand truc pour le tailler. Je me suis passé dans une route où il y a quelqu'un qui avait fait ça, ça donne un arbre absolument monstrueux. Et donc, en fait, tu dois aimer. Tu te démerdes. Voilà, moi j'aime le petit Daniel que j'étais quand j'avais 4-5 ans. Je me rappelle une fois, j'étais au restaurant et il y avait un couple de gens, ils mangeaient avec un petit Daniel, il s'appelait Daniel, ce qui n'est pas spécialement courant. Et j'avais déjà 20 et quelques années, puis je vois ça, et puis waouh, je dis waouh, il s'appelle Daniel, il mange avec ses parents, il est mignon comme tout. En fait, ça me touchait parce que c'était moi, en fait. Et faire du développement personnel en disant ouais, ou la loi d'attraction, j'allais dire un peu toutes ces conneries, mais je veux rester sobre. Je l'ai entendu même avant que tu le dises. Tu l'as entendu? Je l'avais pas dit, mais ça résonnait fort. Hein, ça. Mais le truc, je vais devenir ci, je veux ça, il suffit de le penser. D'accord, pense tout ce que tu veux. Mais l'énergie qui te mène de là à là, c'est l'amour, c'est rien d'autre. Le là ou là ou là ou là, c'est ton intelligence, ta détermination, etc. Tu peux avoir un petit peu de volonté, mais la volonté ne remplacera jamais l'amour de ce que tu es maintenant. Donc, je pense que tu poses de sacrées bonnes questions parce que je pense que ce qui m'a permis moi de changer, c'est que j'ai pas d'anémosité envers moi. J'en ai pas. Et ce que j'ai, c'est de revoir toujours à la fois ce petit garçon, cet adolescent, qui avait envie que ça marche, mais qui se démerdait comme une brêle. J'étais pas doué, j'étais embarqué par mes émotions, j'avais de mauvaises stratégies, j'avais dans ma tête plein de projections, alors je prêtais aux autres mes propres intentions. C'était un fiasco total, mais je ne peux pas, je peux dire à la rigueur que j'avais des stratégies de merde, mais la douceur et la tendresse et l'enveloppement que j'ai pour ce petit garçon, cet adolescent, ce jeune homme, cet homme, ce père, super. Super, j'ai une tendresse. Des fois, mes enfants, ils m'envoient des photos de moi quand j'étais là, tu vois, est-ce qu'ils ont récupéré ça, tu vois, maintenant avec les réseaux. Je me vois l'autre fois, je suis sur une toute petite moto haute comme ça. J'ai l'air d'un con, mais je me rappelle de l'énergie dans laquelle j'étais. Et je me souviens de mes intentions comme elles étaient bonnes. J'arrivais à peu près à rien, mais j'avais toujours cette envie. Et je trouve une tendresse fondamentale. Et ça, si tu n'aimes que la personne que tu vas devenir, mais que tu n'es pas foutu d'aimer la personne, peut-être moitié alcoolo, moitié qui fume, qui tousse, et que tu n'es pas capable d'aimer cette personne, alors tu vois, cette personne-là, garde-la bien sur un poster parce que tu ne l'auras qu'en poster. Voilà. Même si tu fais un vision board sur tous tes frigos, avec ta gueule dessus, du mec vachement épanoui, tout ça, qui fait des conférences dans le monde entier, tu n'y arriveras jamais parce que c'est celui-là qu'il faut aimer. Après, c'est tes convictions qui t'emmèneront dans cette direction-là. Mais l'énergie de la croissance, c'est l'amour que tu portes à celui que t'aimes peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Merci de partager ça. Ah ouais, pour moi, en tout cas, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et avec mes enfants qui sont... Tu sais, t'as pas un seul enfant qui s'aime de la même manière. T'as des enfants, ils sont faciles à aimer. T'en as d'autres, qui sont plus difficiles à aimer. Mais c'est comme ça. Ce qui est l'énergie qui va les aider le plus, c'est que tu les aimes. C'est que tu les aimes comme ils sont. Et parfois, mon Dieu, que c'est dur. C'est une sacrée base, c'est-à-dire que t'as vécu des cailloux dans la chaussure, des chutes, etc. Mais la base de cet amour inconditionnel, c'est des menhirs qu'on a dans les godasses. Ouais. Non, excuse-moi. Non, je t'en prie. Voilà. Mais je me dis qu'avec tout ce que tu t'es trimballé et tout ce que tu as vécu et que tu nous partages aujourd'hui, il y a l'air d'avoir cette base d'amour de toi, qui est quand même un terreau fertile à ce développement dont tu parles. Tu as dit plein de choses qui étaient intéressantes. Je pense qu'il faut de l'amour, c'est la base. Il faut de l'humour aussi.
de l'humilité, si tu as de l'amour, de l'humilité et de l'humour, tu commences déjà à faire du bon chemin. Tu vois. Et tu vois, c'est pas de l'équipement, il n'y a rien à comprendre. C'est juste continuer de se marrer sur sa propre histoire. C'est juste continuer de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est juste de continuer d'aimer ce type qui réussit pas, qui se plante, qui a l'air d'une godiche quand on l'invite à danser. Ouais. Continuez ça. Et tu vois, il n'y a rien besoin de savoir d'autre. Tout ce que j'ai su et appris dans toutes mes formations m'amène à ça. Point à la ligne. Tout le reste ne marche pas s'il n'y a pas ça. Donc ça ne veut pas dire que les formations ne sont pas utiles. Les formations sont incroyablement structurantes, moi, pour un cerveau qui partait dans tous les sens. Mais sans ces 3 ingrédients, l'amour, l'humour et l'humilité, il n'y a rien qui marche. Ok, ça a le mérite justement d'être clair, concis et lisible. Pour moi, c'est super lisible, en fait. C'est mon histoire. Après, est-ce que... Je pense que je n'ai pas l'histoire de tout le monde et tout le monde n'a pas mon histoire, mais tout ce qu'un être humain a vécu et qu'il est capable d'exprimer est capable d'être ressenti par d'autres êtres humains. Donc des gens ne comprendront peut-être pas leur histoire, mais ils comprendront la mienne. Et en comprenant la mienne, ils comprendront des trucs dans la leur. C'est le but de ces entretiens, c'est super. Oui, mais c'est l'ingrédient. Hein. C'est l'ingrédient. Moi, j'ai accompagné beaucoup de familles et tout ça, avec des adolescents qui étaient en difficulté. Avec des parents qui avaient des discours absolument géniaux. Hein. Théoriquement, c'était impeccable, quoi. Je leur disais, d'accord, ok, tout ce que vous dites, c'est super. Voilà, super. Est-ce qu'à la maison, il y a de la joie? Non, pas trop, non. Alors ça marche pas. Tout ce que vous dites, ça marche pas. Donc, c'est ça. En fait, la joie, c'est aussi tout l'amour, en fait. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie. S'il n'y a pas ces ingrédients-là, en fait, toute la théorie est à chier. Disons que t'as pas le terreau sur lequel tu peux planter quoi que ce soit. Exactement. Donc tu peux acheter t'as des kilos de graines, mais qui sont sur du béton. C'est formidable pour avoir l'air intelligent en soirée. Alors, moi, j'ai su faire ça. Tu sais, je suis un type brillant. Ça va vite, hein, donc je peux faire illusion en soirée. Aucun problème. Voilà, aucun problème. Mais après, faire illusion en soirée, quand tout le monde est parti, il reste quoi? Il reste ta vie. Il reste ta gueule dans la glace le matin, tu vois. Oui, c'est ça qu'il faut arriver à aimer. C'est ça, tu vois. Et en fait, le mec avec qui tu vas rebâtir tout ça, c'est le mec que t'aimes pas dans la glace. Alors, première chose, il va falloir apprendre à s'aimer. Hein. Et c'est des choses simples. Hein. C'est pas l'amour, c'est pas un concept. C'est faire des choses sympas pour soi. C'est tout. C'est de se parler gentiment. C'est la petite voix à l'intérieur. Se parler gentiment. C'est demain matin, tu sais que tu vas partir de bonne heure. Ce soir, tu vas aller faire le plein. Comme ça, demain, en fait, tu seras content d'avoir fait le plein pour toi demain. Et le Daniel de demain matin, il dira merci à Daniel d'hier soir d'avoir fait le plein parce que j'aime pas faire le plein le matin, donc je suis content que tu aies fait ça pour moi. Voilà, et c'est une espèce de dissociation qui nous réassocie. Et voilà, c'est la fin de cette partie. J'espère qu'elle t'aura plu et je t'invite à aller directement à la suite.